Autant l'enfant intérieur est le reflet du vouloir-vivre spontané, autant le funeste représente les forces d'opposition associées à la manipulation et à l'épreuve. Mais c'est aussi, plus simplement, la part sombre de nous-mêmes, en chacun de nous-mêmes. Ces forces ténébreuses sont nommées de différentes manières selon la culture, les croyances et les époques, mais c'est aussi bien la figure chrétienne de la bête de l'Apocalypse, celle de la bête du Gévaudan qui terrifie toute une région, celle du Léviathan de Thomas Hobbes qui représente un système social doté d'un état tutélaire. Ces forces négatives sont également associées à l'ange déchu, à l'être possédé par le diable, aux manins, aux religions monothéistes. C'est l'Église dans le Coran et dans la tradition prophétique, ou encore les représentations mythologiques malfaisantes, où se joue une myriade de combats entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Donc, d'une part, le funeste revêt divers costumes et apparences. D'autre part, que l'on parle de personnes ou de collectivités, il est l'ombre déversée sous forme d'obstacles, de peurs, de dommages et de désolations, tant matériel qu'immatériel. Et tout cela altère la joie de l'enfant intérieur dont je parlais précédemment. Le funeste envahit notre psyché en y logeant des peurs, des malaises, de dépression, de l'agressivité, de la culpabilité, de l'autodestruction et ainsi de suite. Il faut bien comprendre que son territoire n'a aucune limite. On le trouve aussi bien à l'œuvre dans les doctrines ésotériques construites autour de pratiques satanistes, dans les tortures infligées aux humains et aux animaux, dans les industries de l'armement, pourvoyeuses de guerre et de mort, également dans le tueur en série ou le pédophile rabatteur de réseau d'enfants que l'on met à disposition des plus offrants. Il est aussi mis en scène dans ces redoutables aliens, réels ou fantasmés, inspirant abondamment le cinéma et qui font peser parfois sur l'humanité un danger de destruction massive ou plus simplement dans l'image du croque-mitaine de notre enfance, ce personnage maléfique présenté aux petits pour leur faire peur, et afin de les rendre plus sages, paraît-il. Le funeste se nourrit de nos fractures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se nourrir de nos fractures? Eh bien, qu'il se nourrit des fragilités de notre maison intérieure. Par maison intérieure, j'entends aussi bien nous-mêmes, individuellement, qu'une famille, une institution ou une nation. Cette fragilité peut être physique, psychologique, mentale ou spirituelle. Quand le funeste s'infiltre, il dépose son venin sur tout ce que nous avons du mal à transmuter, personnellement ou collectivement. Comment le repérer? Alors, à mon sens, il y a au moins 3 indicateurs, beaucoup plus en réalité, mais disons que je vais remettre 3 en relief. Le premier indicateur réside dans le fait de se victimiser en permanence. Alors, la victimisation, lorsqu'elle colle à la peau, est dure, s'accompagne, vous le remarquerez, d'une négativité chronique. Nous nous sentons victimes de ceci ou de cela, et on demeure dans un état de négativité. Quelque chose encapsule notre psyché, tel que la peur, le doute, la haine, la censure, le chagrin, l'aigreur, la jalousie, la culpabilité, l'envie, etc., etc. Bon. En nous positionnant en victime, nous entraînons par la même occasion un autre, c'est-à-dire un proche, un ami ou un collègue, à endosser le rôle du bourreau ou du sauveur. Cette plongée dans le célèbre triangle dramatique de Karpman et son jeu de persécuté-persécuteur est un piège psychique qui nous fait passer à côté de la personne que nous sommes en réalité. Ce scénario tripartite nous condamne à jouer éternellement l'un des 3 rôles, c'est de revivre tout le temps la même chose, c'est-à-dire un rôle en boucle, dont nous ne sommes pas l'auteur, et ceci est un piège duquel il peut être très difficile de s'extraire. C'est un peu d'ailleurs pareil qu'en politique, lorsqu'on pense naïvement que l'on ne peut être de gauche, et si on est de gauche, pas de droite, ou de droite et pas de gauche. Bon, ces scénarios sont des outils de manipulation, comparables au piège collard à mouche. Pardon pour la comparaison, mais c'est ce que je pense. Et le funeste raffole de ces choses-là. C'est comme si nous
acceptions ad vitam aeternam de rester dans un jardin d'enfants clôturé, au point que l'on finit par n'avoir aucune idée que d'autres paysages sont possibles au-delà des clôtures. Alors donc, premier indicateur, la victimisation. Second indicateur, le funeste va chercher à systématiquement briser, fissurer la reliance que l'on peut avoir avec la nature et l'environnement, et la remplacer par une vision anthropocentrique du monde. C'est-à-dire anthropocentrique, c'est-à-dire qu'on met l'homme au milieu. Hein. Le funeste empêche, coupe ou corrompt la réciprocité, l'empathie entre nous et la nature. Des coups de canif répétés sont portés à notre tendance naturelle à la reliance avec le vivant en général, avec l'environnement, c'est-à-dire notre capacité à se ressentir soi-même comme l'élément d'un tout constitué de minéraux, de végétaux, d'animaux, d'autres humains, voire de non-humains, colocataires comme nous, de la galaxie, de l'univers. L'anthropocentrisme, donc, qui consiste à mettre l'homme au centre du monde, s'impose et devient une sorte de norme. De ce fait, l'environnement devient un objet extérieur à nous et au service de l'humain. Pour le dire autrement, un travail de désensibilisation à l'égard du vivant et de l'environnement est engagé. Et le funeste ne va pas se priver de croître, j'ai envie de dire, sur cette faille, cette fissure entre nous et la nature. Par exemple, à un niveau individuel, cela favorise l'indifférence d'un individu en présence de diverses maltraitances. Étant dissocié de l'ensemble, il ne ressent rien et pourra éventuellement devenir lui-même maltraitant. À un niveau collectif, cette désensibilisation et cette désolidarisation vis-à-vis de l'environnement naturel, elle va ouverte vers l'acceptation de la destruction progressive des océans, de l'air, de la faune et de la flore. En ne se sentant plus viscéralement l'élément d'un tout, parce qu'on peut l'être intellectuellement au niveau du discours, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est viscéral. Hein. En étant donc plus viscéralement l'élément d'un tout, en étant dissocié, on finit par déverser nos déchets dans la mer, sur la terre, dans la terre et même dans l'espace. Quant aux animaux, ils deviennent de simples produits industriels de consommation, ou de médicamentation, de tannerie, d'expérimentation scientifique, ou ils peuvent être aussi au service des jeux humains cruels et stupides, comme la corrida, les courses et les combats sanglants de chiens, coqs et autres aberrations meurtrières. Troisième indicateur de la présence du funeste, on assiste en général à un déclassement, voire au sacrifice de l'enfant intérieur. Dans ce troisième cas, l'enfant intérieur n'existe pas ou ne doit exister sous aucun prétexte. Il est nié, traité un peu comme une tare, il est vu comme une incapacité à devenir adulte et à atteindre la maturité. Il est vu comme une marque de faiblesse, presque une excroissance indésirable de la psyché. Il peut être persécuté pour cette raison. On tente en général d'amputer la personne de la présence de l'enfant intérieur de toutes les façons possibles et imaginables. Alors là, l'alerte est évidemment maximale. On l'a vu, la victimisation est un indice de la présence du funeste. La rupture du lien naturel et spontané avec l'environnement, remplacé par un lien d'intérêt, est le second indice de la présence du funeste. Cette fois, c'est l'enfant intérieur qui est déclassé ou carrément sacrifié. Prenons un exemple, un parent autoritaire veut faire de son fils une star. Au nom de cette réussite, il le prive de sa tendresse, de l'amusement avec les autres gamins de son âge, des joies ordinaires et légères de l'enfance, de son amour de la nature. Et plus sa progéniture laisse libre cours à son enfant intérieur, plus le parent en question se montre dur et implacable. Et ce parent lui façonne finalement une image artificielle et lui apprend à souffrir. L'enfant vieillit en se sentant à chaque instant dépossédé des valeurs de son enfance, et cela le fait souffrir toute sa vie. Et plus tard, il pourra, par exemple, développer le syndrome de Peter Pan. Bon, là, je fais ouvrir peut-être à qui je pense avec cet exemple.
Ces trois indices sont, selon moi, des interstices par lesquels le funeste se glisse. Mais ils ne se faufilent que parce qu'on le laisse faire, parce que nous avons validé certaines situations. Ce n'est pas lui qui crée ces situations. Si je prenais l'image du coucou gris, je dirais que finalement il se contente de pratiquer le parasitisme de couvée en déposant son énergie dans des nids déjà tout faits que nous avons nous-mêmes élaborés par nos bêtises et nos failles, nos fragilités. À chaque fois que nous ne répondons pas aux besoins de l'enfant intérieur, qui est notre part lumineuse, nous intercédons en faveur de l'ombre. Pas toujours, mais souvent, il suffit que l'enfant intérieur reprenne sa place dans la vie d'une personne pour que s'éloigne l'ombre du funeste. Mais cela implique souvent, bien sûr, des choix difficiles à faire et à tenir à long terme. Le funeste, quelle que soit l'épreuve qu'il nous donne à vivre, et qui diffère bien sûr selon l'histoire de vie et le prisme de chacun d'entre nous, appelle une réaction de l'enfant intérieur. Et cette réaction est censée ramener la lumière sur un plan personnel et ou collectif. En définitive, on peut dire que le funeste est une invitation à recouvrer la lumière. En ce sens, il n'est pas tout à fait notre ennemi, même s'il en a l'apparence et la cruauté. Dans ce jeu d'ombre et lumière, on pourrait se demander si finalement le funeste n'est pas le complément du vouloir vivre et de l'enfant intérieur.